Bonjour à tout le monde, rebonjour à tout le monde. On vous propose de poursuivre avec cette nouvelle table ronde qui se propose d'aborder les enjeux relatifs à la santé mentale publique. Peut-être en guise d'introduction pour se donner quelques repères sur la façon dont on peut définir la santé mentale publique. Quelques mots très rapides avant de donner la parole aux intervenants. La santé mentale publique est en réalité un mot qui émerge, on va dire, dans la notion émerge en France depuis quelques mois, mais qui est en réalité largement utilisé par les anglo-saxons et les organisations internationales, donc plus connu sous son intitulé anglophone Public Mental Health, qui a d'ailleurs été repris par l'OMS littéralement sous l'intitulé Santé mentale publique, notamment dans son dernier rapport mondial sur la santé mentale. Qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, c'est une invitation à la possibilité d'aborder la psychiatrie sous l'angle de la santé mentale et une invitation à aborder la santé mentale sous l'angle de la santé publique. Alors, il y a plusieurs définitions qui ont été données par la littérature internationale. Je vous propose qu'on en retienne une et qui sera reprise, discutée, débattue par les intervenants, mais qui consisterait, parce que les définitions convergent en réalité, les auteurs qui l'énoncent sont tous d'accord, et qui pourrait être intitulé de la manière suivante: il s'agit des efforts collectifs organisés d'une société pour promouvoir la santé mentale, prévenir et traiter les troubles psychiques. Alors, qui dit effort dit le fait d'être proactif. Qui dit collectif dit que cela ne doit dépasser la responsabilité de quelques-uns ou de quelques organisations, et donc concerne plusieurs champs disciplinaires. Et la notion d'organisation questionne éventuellement celle de la gouvernance. Donc on vous propose d'aborder ces enjeux-là, qui nous aideront probablement à définir ensemble la notion de santé mentale publique, et on va le faire avec l'ensemble des intervenants qui sont là, à travers deux questions qui vont leur être posées. Donc il va y avoir deux tours pour cette table ronde, et on vous proposera de pouvoir échanger à l'issue de ces deux tours à la fin de la table ronde pour occasionner un temps d'échange. La première question concernera le pourquoi est-il nécessaire d'aborder la santé mentale sous l'angle de la santé publique. Et la deuxième question consistera à évoquer et aborder les moyens d'action et les leviers éventuels pour y parvenir. Bénédicte, je te passe la parole pour la suite. Merci beaucoup Déborah pour cette mise en contexte et cette introduction. Donc, pour répondre à ces questions sur la santé mentale publique, nous allons suivre un fil logique. Nous partirons des besoins et des vécus des usagers avec Fanny Mériot, père aidante itinérante, chercheuse pair au GHT Psy 5962, consultante et cofondatrice du Conseil des consultants en savoir expérientiel au sein du CCOMS, et Justine Berg, chargée de mission, participation des usagers et des aidants, cofondatrice du CCSE au CCOMS. Nous poursuivrons ensuite avec Jim van Oos, qui est professeur de psychiatrie et de santé publique à l'université d'Utrecht, qui nous apportera un éclairage international qui est essentiel pour nourrir la réflexion sur les politiques de santé mentale publique. Cet éclairage sera ensuite décliné selon 3 niveaux d'action en France: local, avec Richard Chemla, médecin anesthésiste réanimateur, adjoint en charge de la santé, de l'écologie et du bien-être à la mairie de Nice. Régional, avec Marielle Watley, médecin de santé publique, chef de projet régional santé mentale à la direction de la stratégie et des territoires de l'ARS Hauts-de-France. Et enfin, national, avec Franck Bellivier, professeur de psychiatrie et délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Et pour ouvrir cette première séquence, je propose donc de commencer autour de cette question: pourquoi est-il important de regarder la santé mentale sous l'angle de la santé publique ? Fanny Mériot, la parole est à vous. Bonjour à tous. Je suis Fanny Mériot, donc vous avez entendu la présentation. J'ai très peu de temps, on a du retard, donc on va essayer d'être efficace. Je vais vous parler alors du coup de... Ah oui, pardon. Donc aujourd'hui, je suis là pour partager sur les constats. Pas de discours théorique, pas question. Donc avant de parler politique de santé mentale publique, moi j'aimerais bien qu'on parte du réel. Donc je vais donc vous faire travailler un petit peu
Je vais vous poser quelques questions. Donc, on va essayer d'être rapide. Quand c'est oui, je vais vous demander de lever les mains. Voilà, de lever les mains. Quand c'est non, vous ne faites rien. Voilà. Donc, ma première question, c'est est-ce que ici, vous avez un logement? Ok. Il y a 8 mois seulement que j'ai retrouvé un logement après 3 ans sans domicile grâce au programme Un chez soi d'abord, le logement d'abord. Ma deuxième question. Connaissiez-vous, il y a 3 ans, les pratiques orientées rétablissement? Ça fait du monde. Ça fait du monde. Alors moi, j'ai entendu le mot rétablissement pour la première fois à l'âge de 49 ans. J'en ai 52. Et c'est assez vertigineux de se dire qu'on peut vivre 37 ans de parcours psychiatrique et social avec comme leitmotiv « Vous ne pourrez jamais guérir ». J'aurais aimé connaître les pratiques orientées rétablissement. Cela aurait donné une toute autre perspective à ma vie. Une autre question, c'est avez-vous un travail qui vous permette de payer vos factures sans trop d'inquiétude? Ouais, ça fait beaucoup de monde. J'ai signé mon premier CDD, donc un CDD pour une intervention ponctuelle il y a 2 ans grâce au COFOR, Centre de formation au rétablissement. Ce contrat-là, il est aimanté sur mon réfrigérateur. Depuis, d'autres contrats ont été signés, mais je reste en emploi précaire et ouvrir ma boîte aux lettres reste encore une source d'angoisse. Une autre question. Avez-vous la maîtrise du jargon institutionnel et professionnel? Ah! Donc même dans cette salle, c'est pas gagné. D'accord. Alors, l'année dernière encore, je n'aurais pas compris le quart des propos qui ont lieu dans cette salle. Et dans mes accompagnements successifs, auprès des professionnels, les explications me semblaient très compliquées. Une autre question. Connaissez-vous vos droits et pensez-vous pouvoir les défendre? C'est moyen, là. Bon. Pendant 48 ans, je n'avais pas conscience ni connaissance même que j'avais des droits fondamentaux. Je n'avais jamais entendu parler de ces mots, ni d'autodétermination pour faire ses propres choix. J'ai bientôt terminé pour les questions. Pensez-vous que votre vie vaut la peine d'être vécue? Ah, pas mal. Beaucoup de monde pense que sa propre vie vaut la peine d'être vécue. Je suis très contente pour chacun d'entre vous. Pendant 48 ans, mes efforts se sont portés sur la survie. Je ne trouvais aucun sens à ma vie. L'une des dernières questions, avez-vous connu personnellement un parcours de la DAS ou de l'ASE? Nous sommes donc 2 dans cette salle. Et maintenant, je vous pose une dernière question. Pensez-vous que nous sommes à égalité, vous qui êtes dans cette salle et moi qui suis pour la première fois sur cette estrade? Il n'y a pas beaucoup de monde. Je vous remercie. Donc voilà, c'est exactement cela pour moi, la santé mentale publique. Ce décalage entre ceux qui pensent et construisent les politiques de santé publique et ceux qui les vivent. Quand on parle de santé mentale publique, on parle de conditions d'existence. Avoir un logement, un revenu, une sécurité,
l'accès à une information accessible et compréhensible, etc., etc., ce sont des déterminants de santé aussi essentiels que les médicaments ou les soins. Une politique de santé publique, c'est ce qui appartient à tous, ce qui se construit en commun. Mais depuis des décennies, les politiques de santé mentale ne sont pas co-construites, elles sont descendantes, administratives, technocratiques et rarement incarnées. Et c'est cela mon constat. Cela ne fait pas 1 an que la psychiatrie est en difficulté, ni 5 ans, cela fait des décennies que le bateau tangue, et aujourd'hui le constat est clair, le bateau est en train de couler et on continue d'aligner. Je cherche où j'en suis. Excusez-moi. Suspense. Donc j'ai perdu le fil, ce n'est pas grave. Donc nous n'avons pas besoin de nouveaux constats, ni de nouveaux comités, ni de nouveaux acronymes, ni de nouveaux plans. Nous avons besoin d'actions, de choix courageux, et ces choix passent par une reconnaissance des savoirs issus de l'expérience. Parce que sans la participation des personnes concernées, les politiques publiques continueront à être pensées depuis un point de vue partiel et partial, souvent aveugle au réel. Ces choix passent d'une logique gestionnaire de l'État, réduction, rationalisation, performance, à une logique du lien social et du bien commun portée par les associations, piliers de la démocratie participative. L'État parle sans cesse de participation, mais réduit les moyens de celles et ceux qui font vivre concrètement la démocratie au quotidien. Pareil pour les familles, les proches. Quand allons-nous faire des choix courageux face à la désorganisation des soins ? L'État qui transfère de manière silencieuse une part croissante de sa responsabilité sur les proches. Celles-ci doivent gérer les ruptures de médicaments, le manque de psychiatres, les délais d'attente, les demandes administratives. On leur demande d'être éduques, coordos, infirmiers, médiateurs, sans reconnaissance, sans soutien structurel, sans répit. Ce transfert s'opère au nom de l'autonomie, de la responsabilité. Les familles s'épuisent parfois jusqu'à la rupture, doivent choisir entre travailler ou s'occuper de leurs proches. On délègue sans moyens. On parle d'inclusion, mais on reproduit l'injustice. Je vais à présent vous donner la parole. Alors, j'ai pas pu tout balayer, hein, sinon j'en aurais pour 2 heures. Hein. Je vais à présent vous donner la parole à vous, les institutionnels, les politiques qui êtes autour de cette table. Vous qui avez la conviction qu'il faut reconnaître notamment les savoirs du vécu. Ma question va être simple. J'espère que vous pourrez y répondre. Quand est-ce que vous aurez dans vos équipes des chargés de mission, pères aidants, des directeurs de cabinet en savoir expérientiel, non pas recrutés sur leur diplôme, mais sur leurs compétences pour participer réellement à la conception et au design des politiques publiques et à la transformation du système? Je vous remercie. Merci beaucoup Fanny Mériot pour ce partage très éclairant. Jim Van Hoos va à présent nous aider à mettre ses réflexions en perspective dans un cadre international. D'accord. Alors, je me mets debout aussi. J'ai emmené quelques diapos pour illustrer. Merci beaucoup pour cette introduction qui est très relevante. Pourquoi une santé mentale publique? La première raison sont les listes d'attente universelles dans tous les pays, n'importe où, et qui sont causées par un décalage très simple. C'est le décalage entre une prévalence de 25% de détresse mentale
Et même en Hollande, où on a un service de santé mentale très expandu, très grand, on ne peut pas traiter 25% de la population tous les années. On peut peut-être voir 10%. Et les listes d'attente sont un peu comme le jeu de Samuel Beckett, En attendant Godot, que vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'on attend? On attend une formulation diagnostique biomédicale. Et pourquoi il y a les listes d'attente? Parce que la porte d'accès aux soins est monopolisée par un système biomédical qui a pris la définition de pouvoir, le pouvoir de définition de ce que c'est la détresse mentale et comment faire, comment traiter, de façon qu'on doit toujours attendre. Alors, s'il y a un problème public avec une prévalence publique qu'on va traiter au niveau individuel, toujours dans ce système biomédical, ce décalage en général en médecine est une raison très forte pour organiser quelque chose de forme publique, avec une approche de santé publique. Deuxième raison, c'est que si on voit par exemple en Hollande, mon pays, la distribution de la consommation, de l'intensité de la consommation psychiatrique. Il y a variation énorme qui est expliquée presque un par un linéairement par les conditions économiques où vivent les personnes. Il y a un gradient social qui est beaucoup plus fort que le gradient social en médecine, cardiologie, oncologie et les soins primaires. Alors, le problème de qu'on parle, la détresse mentale, non seulement c'est un problème public, c'est aussi un problème social, existentiel. Et on sait en médecine, comme on a dit ici dans cet éditorial, en JAMA Psychiatrie, s'il y a un problème de santé qui est public et qui est d'origine sociale, on sait très bien qu'il faut organiser les soins de façon de santé publique. Ça ne fait aucun sens de l'organiser de forme biomédicale avec un traitement individuel pour tout le monde, avec une définition de détresse mentale organisée par une vision biomédicale. Alors, on a besoin de santé publique, c'est-à-dire réduire les facteurs qui emmènent détresse mentale et promouvoir les facteurs protectrices qui vont aider à la résilience au niveau de la population. Et on a besoin alors, dans le cas de santé mentale, c'est-à-dire il faut prendre sérieux le système de prescription sociale. C'est très bien d'avoir un système de prescription psychothérapeutique, pharmacologique, mais aussi il faut organiser un système de prescription sociale et existentielle avec le concept de rétablissement, avec aidance de la connaissance de expériences vécues. Et c'est ça la santé publique mentale. Et après, je vais expliquer un peu, dans le deuxième tour, je vais expliquer un peu comment on a fait en Hollande pour organiser, pour transformer les services psychiatriques en services de santé publique. Merci. Merci beaucoup, Jim Van Hoos, pour cet éclairage international. Voyons à présent comment ces enjeux se traduisent en France, d'abord à l'échelle locale, avec Richard Chebla. Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. Je voudrais que vous gardiez d'abord la notion, je l'ai déjà depuis ce matin en toute modestie, par rapport à vos savoirs, par rapport à ce que vous présentez. Alors au niveau local, moi ça me paraissait quand je suis arrivé, donc c'est ma première mandature, on a démarré en 2020, là on se projette sur des prochaines élections. C'est la première chose que j'ai faite, c'était j'ai demandé à avoir bien sûr un chargé de mission santé publique,
qui est professeur des universités de CHU de Nice et qui est venu me travailler avec nous. Parce que je crois, donc heureusement, je n'ai pas fait que de la politique, j'étais, on vous l'avait dit, médecin anesthésiste, mais surtout j'étais chroniqueur environnemental à France Info. Et je me suis aperçu que la parole que je présentais tous les matins en 2 minutes à France Info, lorsque je faisais la même chose et que j'étais politique, n'avait plus la même valeur. Ça veut dire qu'au niveau, c'était les mêmes phrases, mais au niveau politique, on est toujours maintenant discrédité. Donc il faut aller chercher, et ça c'est la première notion, il faut aller chercher des experts pour qu'ils vous guident, pour qu'ils vous apportent l'information vraie, hors politique, alors que moi je reste bien sûr sur la politique de la ville telle que le faisaient les Grecs. Et on a construit tout un système comme ça, j'ai eu la chance. Première notion, c'est d'avoir à l'écoute du maire. Moi je suis qu'adjoint, si vous n'avez pas l'écoute du maire, ou si vous n'arrivez pas à avoir son écoute, si vous n'arrivez pas à le convaincre, s'il n'est pas, vous n'avancez pas en France. Le maire est tout puissant dans sa ville, c'est lui et c'est normal, qui oriente sa politique, qui oriente sa façon de faire, et qui vous donne les possibilités techniques, administratives et financières. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir cette écoute et de comprendre la phrase que j'ai donnée, parce qu'il y a un grand absent pour l'instant, je ne sais pas si vous en avez parlé, excusez-moi, je n'étais pas là hier, un grand absent et qui va bouleverser la santé mentale, je ne dis pas la psychiatrie, la santé mentale, c'est le changement climatique. Et à Nice, on l'a vécu, on le vit tous les jours, on s'aperçoit, vous avez énormément, alors je connais peu les publications françaises de psychiatrie de changement climatique, mais vous avez beaucoup de publications canadiennes, en particulier sur le changement climatique, qui démontrent bien, je vais schématiser, en gros c'est pas tout à fait vrai, mais que pour 1 degré de plus, on a à peu près 1% de plus de personnes borderline qui descendent dans la rue. Et c'est arrivé à Nice. Donc ça veut dire aussi qu'on se protège en travaillant sur la santé mentale. La santé mentale fait partie de la santé. Dans ma délégation, j'insiste, j'ai l'environnement et la protection animale, c'est One Health, c'est une seule santé. Et c'est en travaillant sur ce volet-là d'une seule santé en local qu'on arrive à avancer. On sort, je crois qu'il y avait Jean-Luc Roland qui était... on sort de notre conseil local de santé mentale. Les conseils locaux de santé mentale, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que madame a bien présenté le problème de la santé, vraiment très très bien, bravo, moi je dis, parce que la santé mentale, c'est un multi-handicap. Vous n'avez pas de logement. Si vous n'avez pas de logement, vous êtes vraiment en instabilité physique. Vous n'avez pas de travail. Alors nous, ce qu'on essaye de créer à Nice, on en reparlera dans la deuxième tour sur les moyens, c'est d'avoir des contrats pour raccrocher en fait tous les citoyens avec. Je ne veux pas être un vrai politique, donc je ne vais pas mentir. Avec presque toutes les possibilités. Pourquoi, justement, quelqu'un qui est perturbé si vous voulez, sur le plan mental ne pourrait pas avoir, et il ne l'a pas, il faut qu'on signe des contrats avec les syndics qui n'auraient pas la possibilité de droit au logement. Et vous ne trouvez pas, je parle pour Nice, mais ça doit être ailleurs, vous ne trouvez pas un bailleur, même un bailleur social, qui vous dise, oui, d'accord, si vous êtes en traitement psychiatrique, je vais vous donner un logement. Et donc, on a travaillé sur tout ça. Et en fait, en faisant tout ça, on va en parler tout à l'heure, je vais sur les moyens, je ne vais pas être trop long, je dis, on protège l'ensemble de notre population. Et puis, mais vous le savez, c'est ma phrase favorite. Vous l'avez dit ce matin, vous, dans votre discipline, et dans la discipline politique, moi, je suis un serrurier. C'est-à-dire que j'ouvre des portes. J'essaye de faire comprendre à l'ensemble de mes collègues, que ce soit l'éducation, que ce soit le transport, que ce soit, on en reparle, l'agriculture, les écoles, donc il faut qu'on travaille ensemble pour raccrocher ces wagons de santé mentale au sein de la ville. Et encore une fois, j'insiste, quand je dis ça, ça marque beaucoup et je ne veux pas vous parler. C'est d'une façon même égoïste. Parce que si on arrive à inclure l'ensemble des citoyens, on se protège tous. Et c'est important de le comprendre, et on avance mieux, et on découvre aussi, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, et de démontrer qu'en fait, on en parlera dans les moyens, c'est super de faire découvrir, en fait, on s'enrichit les uns les autres, c'est très important. Moi, je suis toujours étonné, on défend la biodiversité, pourquoi on ne défend pas la biodiversité humaine? Ça nous enrichit, mais je veux faire court, donc je vais arrêter là. Donc voilà l'état d'esprit qu'on a installé. Avec, je dois dire, c'est pas moi, avec un superbe, Jean-Luc Rostand qui était présent à Nice, un super conseil local de santé mentale, qui associe, c'est vrai, qui associe ce que j'appelle moi mes capteurs de terrain, c'est-à-dire les personnes qui sont de l'autre côté, parce que moi je suis un favori, je suis favorisé, je suis honnête, et c'est ce que je dis tous les matins, qu'on dit tous les matins avec notre maire, donc qui associe les associations et qui nous explique les hiatus qu'il y a. Nice n'est pas une ville parfaite, il n'y a pas que des confettis du carnaval et de la crème ombre solaire, donc on a vraiment aussi des problèmes à rencontrer, on en parlera peut-être dans les moyens, comment on peut faire, comment on peut bloquer ces moyens. Mais ce qui est important, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc c'est d'abord de savoir que ça existe. Que ce problème de santé mentale, il existe, il est compliqué, il est plurifactoriel, et parce que
on a, bon, je ne vais pas vous faire ça, mais il faut qu'on le mette au même niveau que les autres dossiers, j'allais dire, je ne veux pas que vous pensiez que je ne vais pas me flatter. On reçoit, quand on est adjoint, on reçoit à peu près 70 à 90 mails par jour. Donc il va être confondu à l'intérieur, on va retrouver, et quand on a la protection animale, l'environnement, parce qu'il faut l'avoir. Aujourd'hui, je pense qu'il faut travailler en santé unique. Voilà, je ne veux pas faire plus long, on en reparlera. Donc, ouais, pour nous, c'est un dossier primordial. Il est au-dessus de la pile de l'ensemble des dossiers, et je vous dis même d'une façon égoïste, parce qu'il permet d'avoir des citoyens, tous les citoyens niçois. Merci beaucoup Richard Chamla. Marielle Watley va maintenant nous présenter la vision régionale de ces enjeux. Bonjour à tous. Effectivement, la question pourquoi la santé publique, pourquoi approcher la santé mentale, les enjeux de santé mentale sous l'angle de la santé publique. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, puisque je suis médecin de santé publique de formation et que je travaille exclusivement sur la question de santé mentale. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça nous fait une belle jambe parce qu'on ne sait toujours pas ce que je fais de mes journées. En fait, pendant longtemps, j'ai travaillé dans la recherche, donc j'accompagnais méthodologiquement les projets d'innovation en psychiatrie, essentiellement portés par le CHU de Lille. Et puis je me suis senti un peu à l'étroit puisque ça m'empêchait d'avoir une vision globale du système. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'ARS il y a 2 ans et au poste de chef de projet régional santé mentale, c'est-à-dire que je suis censé accompagner l'agence régionale de santé dans la définition de sa stratégie et dans sa mise en œuvre à l'échelle régionale dans le champ de la santé mentale. Et donc ce qui m'intéressait particulièrement côté Hauts-de-France, c'est un paradoxe assez marqué avec des acteurs qui sont particulièrement reconnus pour leur capacité à innover dans le champ de la psychiatrie. Donc on a beaucoup de dispositifs qui sont nés en région, notamment dans la prévention du suicide. Donc nous on a eu Papageno pour tout ce qui est contagion suicidaire, vigilance, le 3114. Et ces dispositifs sont devenus des axes de la stratégie nationale de prévention du suicide. Et pour autant, la région de France reste une des régions les plus marquées par des indicateurs de santé mentale qui sont défavorables, y compris dans le champ des conduites suicidaires. Donc ça nous interpelle, ça veut dire qu'il y a quand même une rencontre qui ne se fait pas entre l'innovation en psychiatrie et l'impact concret sur la santé mentale des populations. L'autre chose assez marquante dans la région de France, c'est les inégalités sociales et territoriales de santé qui sont particulièrement marquées. Et dans le contexte de crise qui est le nôtre, la crise va évidemment frapper en premier lieu les territoires et les populations vulnérables. Et donc les inégalités de santé mentale s'aggravent. Et force est de constater que l'innovation en psychiatrie n'est pas encore à cet endroit. Donc l'idée, c'est évidemment, face à ce constat, de changer de braquet collectivement. Et il me semble que la réponse, même si apparemment tout le monde ne partage pas cette lecture, mais il me semble qu'assez intuitivement, les réponses, elles sont à aller chercher dans le champ de la santé publique. Une fois qu'on a dit ça, ça impose de définir la santé publique. Et je pense qu'en France, on a quand même un problème de définition. On fait une erreur sémantique, c'est-à-dire qu'on réduit considérablement la santé publique aux enjeux de prévention et promotion de la santé, comme si l'organisation des soins était à part et qu'elle revêt exclusivement du champ sanitaire. Donc ça, on le voit, hein. Moi j'ai des collègues qui sont en santé publique et qui, à chaque fois qu'ils sont sollicités pour un projet d'organisation des soins, considèrent que ce n'est pas de leur ressort. Et dans les ARS, on le voit aussi, il y a des directions qui s'appellent direction de la santé publique, qui s'occupent essentiellement de tout ce qui est prévention, promotion de la santé et qui existent à côté de la direction de l'offre de soins. Et donc je pense que cette erreur qu'on fait en mettant la santé publique à côté du sanitaire, on fait la même chose en mettant la santé mentale publique à côté de la psychiatrie. Et donc là, on voit d'ailleurs dans l'année grande cause des clivages qui sont assez importants entre les acteurs qui disent que si on parle de santé mentale, alors on est dans des discours individualistes, néolibéraux, qui masquent les troubles psychiques sévères et les besoins d'une psychiatrie en crise. Et de l'autre, des acteurs qui disent qu'en fait, ne parler que de psychiatrie, c'est oublier le poids des déterminants socio-économiques dont on vient de parler sur la survenue et le maintien des troubles psychiques. Et donc, alors, ces clivages, on les entend. Après, je pense que alors, il y a un truc qui m'interpelle toujours, c'est que quand on dit santé mentale, il y a toujours des gens qui se lèvent pour dire « et psychiatrie ». C'est quelque chose qu'on n'entend jamais sur la santé cardiovasculaire. Vous verrez jamais des cardiologues pour se lever pour dire « et cardiologie ». Ça n'arrive pas. C'est vraiment quelque chose qui est propre à notre discipline et qui nous interpelle. Alors, peut-être que ça en dit long sur la façon dont est considérée la psychiatrie par rapport aux autres disciplines médicales, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat et qu'en fait les clivages nous éloignent des enjeux réels. Et la notion qui doit normalement tous nous réconcilier, c'est cette notion de santé mentale publique. Et si on prend la définition de l'OMS de la santé publique et qu'on l'applique à la santé mentale, c'est effectivement les efforts organisés des institutions publiques d'une société pour améliorer la santé mentale des populations. Et donc c'est-à-dire qu'elle nous propose une vision globale qui tient compte à la fois des enjeux sanitaires, médico-sociaux, qu'elle concerne les professionnels, les usagers, les aidants, etc. Donc observer les enjeux de santé mentale sous l'angle de la santé publique, c'est
logiquement se décentrer. C'est-à-dire ne plus seulement penser en termes d'offres de soins, mais aussi en matière de conditions de vie, d'environnement social et de justice territoriale. Et ce n'est pas écarter la psychiatrie, mais c'est lui permettre de s'inscrire dans une stratégie qui est plus large, qui est partagée et qui est capable d'agir sur les causes profondes des inégalités de santé mentale. Et donc la santé mentale publique, logiquement, elle nous oblige à prendre un peu du recul et à sortir de cette logique permanente de gestion de la crise, qui avale nos financements par ailleurs, pour prendre un pas de recul et être dans une logique d'anticipation. Et donc il n'y a que par ce biais qu'on arrivera à sortir de cet engrenage et de prendre un réel virage pour prévenir plutôt que réparer et pour construire plutôt que contenir. Alors après, une fois qu'on l'a dit, c'est bien gentil, il va falloir qu'on se pose les questions de comment on fait, et ça on pourra l'aborder effectivement dans la deuxième question. Merci beaucoup Marielle Wathelet pour ces réflexions. Le temps étant compté, je cède immédiatement la parole à Franck Bellivier qui va nous présenter les principaux enjeux à l'échelle nationale. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc avant d'en venir aux perspectives nationales et aux principes directeurs qui nous guident pour tendre vers une santé mentale publique, je fais un petit détour par l'étranger parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'étranger. Vous allez comprendre pourquoi je fais ce détour. Donc on a eu des événements très importants l'année dernière, puis surtout cette année. L'Assemblée générale de l'ONU qui a adopté pour la première fois de l'histoire, enfin qui est en train d'adopter pour la première fois de l'histoire une résolution qui intègre la santé mentale dans les maladies non transmissibles, donc reconnaissant le fardeau individuel, sociétal au niveau global. Cette année encore, on a eu un sommet ministériel mondial sur la santé mentale. Et puis ici en France, le 16 et le 17 juin cette année, on a accueilli un colloque international sur santé mentale dans toutes les politiques. Et si j'en parle, c'est parce que toutes ces réunions internationales sont une source d'inspiration pour nous guider sur nos politiques nationales. Et on fait une place, tous ces événements, on fait une place importante aux enjeux d'une organisation en direction d'une santé mentale publique. Et une santé mentale publique, pour moi, enfin en tout cas inspiré de ce que j'ai entendu dans ces réunions internationales, c'est un ensemble de politiques à destination de l'ensemble de la population, pour redire différemment ce qui a déjà été dit, agissant sur l'ensemble des déterminants de la santé mentale d'une population, et je vais y revenir. Alors, comment ça se décline ? En tout cas, finalement, pourquoi c'est une source d'inspiration pour l'évolution de la fabrique des politiques publiques en France ? Eh bien, c'est un engagement qui est pris sous forme d'une interpellation à l'appel de Paris. L'appel de Paris, c'est ce qui a été produit à l'issue de cette réunion du 16 et 17 juin sur santé mentale dans toutes les politiques. Et donc, pour résumer finalement cette interpellation, je vais vous dire ce qu'elle contient et qui reprend finalement les principaux ingrédients qui ont été déjà mentionnés. Renforcer la collaboration intersectorielle, et on verra dans la deuxième partie de la table ronde comment ça se décline, établir des communautés consultatives multisectorielles et coordonner les dialogues entre les différentes politiques publiques, installer des équipes nationales chargées de coordonner ces différents secteurs, en renforçant les équipes existantes, en co-création avec les personnes ayant une expérience vécue, leurs familles et leurs aidants, le secteur non gouvernemental, donc tout le secteur associatif, le secteur privé et d'autres acteurs non étatiques. Veiller à ce que toutes ces stratégies nationales sur la santé mentale soient élaborées et mises en œuvre avec l'ensemble des ministères concernés, donc on est bien dans une approche intersectorielle, interministérielle. Optimiser l'utilisation des ressources financières humaines et techniques. Il y a aussi de l'efficience financière à faire dans l'élaboration et la coordination de ces différentes politiques publiques. Et enfin, mobiliser les acteurs locaux. Et on sait, en tout cas l'expérience vécue dans le déploiement de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, c'est que les enjeux de concrétisation se jouent au niveau de la mobilisation des acteurs locaux dans cette articulation entre les différents secteurs, le logement, la lutte contre les violences, la lutte contre les addictions, l'accès à la formation et au travail, qui sont, la liste est encore longue, de ces déterminants de la santé mentale d'une population. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à
toutes et tous de nous avoir proposé votre lecture des enjeux relatifs à la mise en place et à la déclinaison d'une santé mentale publique en France. On vous propose de continuer cette table ronde avec le deuxième tour, et donc la deuxième question qui vous est posée pour nous aider à essayer de continuer de comprendre quels peuvent être les leviers, les freins et les modalités, les moyens d'action qui peuvent être déclinés donc à chacun des niveaux que vous avez présentés pour l'implémentation, si j'ose dire, ou l'installation d'une santé mentale publique en France. Et donc, je donne la parole à Justine Berg. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de m'exprimer aujourd'hui en tant que chargée de mission. Donc, c'est un mot qui veut à peu près rien dire, mais juste pour dire que je suis ni médecin, ni chercheuse. Je suis une personne plutôt avec un profil de gestionnaire de projets international, on va dire, mais une personne aussi avec des savoirs expérientiels en santé mentale. Alors, la santé mentale publique, comment est-ce qu'on peut finalement la mettre en œuvre? Quels sont les leviers? Quels sont les freins? Alors, je vais parler depuis mon expérience de chargée de mission pour la participation des personnes concernées par un trouble psychique. Donc, la santé mentale publique, pour moi et pour le CCOMS, c'est aussi pouvoir donner l'opportunité aux personnes usagères de s'exprimer, comme on le fait aujourd'hui, par exemple, avec Fanny qui a ouvert le débat, comme on peut le faire autour de groupes de travail, comme on peut le faire aussi dans des instances beaucoup plus sanitarisées. Afin de garantir cette expression, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on se demande au final comment est-ce qu'on s'y prend. Il faudrait pouvoir tous ensemble se mettre autour de la table pour pouvoir définir une feuille de route. Donc avant tout, mettre les personnes concernées par un trouble psychique et leurs proches aidants autour de la table, les professionnels de santé mentale, donc pas forcément que les médecins, tous les professionnels qui œuvrent pour la bonne santé mentale en population générale, les décisionnaires et les politiques, bien évidemment. Cette feuille de route pourrait permettre aux professionnels et personnes directement concernées de pouvoir s'acculturer aux enjeux de la participation en santé mentale, parce qu'effectivement, c'est pas enseigné dans le DES de psychiatrie, c'est peu utilisé dans le système institutionnel. Pour cela, il faudrait donc pouvoir faire participer dès le départ les personnes concernées. Donc, on fait une feuille de route pour faire participer les personnes en les faisant participer dès le départ. Donc vous allez me dire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais il faut bien commencer par quelque part. Au CCOMS, on a l'habitude de dire que c'est des démarches dans la participation des personnes concernées, d'essais-erreurs. On essaye, on voit ce que ça donne et on met les personnes autour de la table. Pourquoi ? Pour avant tout réduire les injustices épistémiques, pour pouvoir valoriser les personnes. Donc c'est pouvoir donc travailler autour de la modélisation d'outils pour faire participer les personnes. On a essayé au CCOMS de nous l'appliquer à nous-mêmes en créant un espace de co-formation aux enjeux de la participation en santé mentale qui s'appelle, comme ma collègue l'a dit, le CCSE. Ça veut dire le Conseil des consultants savoir expérientiel, encore un acronyme, vous allez dire, mais que enfin vous, les médecins psychiatres, ne connaissez pas et que peut-être les usagers connaissent un petit peu mieux. Donc ma cofondatrice à côté, Fanny Mériot, et moi-même avons imaginé donc cet espace qui est un espace pour pouvoir donner la parole à des personnes concernées, qui sont une dizaine, qui sont rémunérées si elles le souhaitent. Donc ça, c'est aussi un des outils très importants que l'on met en place au CCOMS, c'est pouvoir donner l'opportunité aux personnes, si elles le souhaitent, d'être rémunérées via un contrat. Donc au CCSE, donc Conseil des consultants en savoir expérientiel, je répète parce que c'est pas facile à retenir, c'est un nom qui a été souhaité et créé par les personnes usagères elles-mêmes, membres du CCSE. On se réunit une fois par mois pendant 2 heures et on discute en fait de tout ça, de tout ce qu'on ne comprend pas en tant que personne concernée, en tant que patient, en tant que personne souhaitant s'engager avec des savoirs expérientiels en tant que citoyen. On propose des explications sur les acronymes, sur le système de soins, sur ce qu'on fait aussi au CCOMS. On essaye d'expliciter tout cela. Donc on met en place un certain nombre d'outils. Donc
On a essayé donc de développer un certain nombre de points méthodologiques pour faire participer les personnes. Donc c'est avant tout mettre les personnes autour de la table, je l'ai dit. Donc nous, c'est via un outil, mais ça peut être d'autres. Dans les services de soins, on entend parfois parler de réunions soignants-soignés. C'est un peu peut-être le premier niveau. On peut réfléchir à comment faire directement avec les personnes prises en soins. C'est deuxièmement proposer une rémunération, je l'ai dit, aux personnes concernées. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi, avant tout, avoir une personne qui puisse être le relais de cette participation dans les institutions. Par exemple, moi, je suis l'exemple au CCOMS, mais c'est créer un lien avec les personnes concernées, travailler sur les postures d'accueil, sur comment est-ce qu'on travaille avec les personnes concernées en étant en minorité de professionnels et en pluralité et en diversité des usagers. Je pense que c'est à peu près tout. Je voulais juste conclure en disant que donc la participation, ça vous paraît peut-être obscur. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je vous ai donné quelques petites clés de compréhension là tout de suite. Mais c'est pour dire qu'à la fois, c'est un levier pour la santé mentale publique, mais c'est aussi un défi. Ça veut dire aller chercher les personnes concernées via les collègues qui font du soin, mais c'est aussi créer un lien avec les personnes et j'ai envie de dire, c'est pas si compliqué que ça, dans le sens où ça doit redonner du sens dans nos pratiques. En tant qu'institutionnel, en tant que politique, on ne peut pas faire en fait sans les besoins des usagers, ce serait être totalement à côté. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui et je cède la parole. Tu voulais compléter ? Je voulais juste compléter un tout petit peu. C'est aussi un co-apprentissage, c'est-à-dire ce ne sont pas que les citoyens, personnes concernées qui apprennent, ce sont aussi les professionnels, les institutionnels où il va y avoir aussi une transformation de leur regard, de leur pratique et qui ont aussi à apprendre de nous. C'est pas dans un seul sens, sinon ça n'a aucun, mais absolument aucun intérêt. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation de cet outil qui effectivement en est un parmi d'autres, en tout cas qui est un moyen d'action pour la mise en place de la participation effective des personnes concernées. Jim, on te propose de te passer la parole pour que tu puisses nous faire un retour de ce qui s'est passé en Hollande. Merci beaucoup. Alors, ça fait 20 ans en Hollande que tout le monde est convaincu qu'il faut faire une transformation d'un système basé sur la réparation de l'individu à un système de santé mentale publique, c'est-à-dire faire favoriser la communauté et les expériences de vie de cette communauté. Mais rien ne change, c'est très difficile, rien ne change. Et on s'est demandé pourquoi. Et on s'est réalisé, si on veut changer quelque chose, il faut vraiment commencer. Il faut faire de la recherche, mais pas de la recherche d'observer. Il faut commencer dans certaines régions pilotes. Et là, il faut faire une transformation. Mais transformation dans le sens de ne pas changer ce qui existe, mais laisser ce qui existe, détruire ce qui existe et recommencer quelque chose d'autre. Alors, on a commencé en 6 régions pilotes en Hollande, avec l'aide des assurances, des municipalités, les ministères, pour faire la révolution, le thème de ces jours ici. C'est très intéressant parce que, qu'est-ce qu'on fait? On s'est réalisé que qu'est-ce qu'ils font les gens qui cherchent de l'aide, qui ont un problème mental, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Alors, ce qu'on a vu, c'est que c'est très confus. Ils sont un peu partout. C'est 25% qui fait la prévalence annuelle. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le système de santé mentale, mais le système de santé mentale est vraiment isolé. On fait des traitements
mais c'est isolé, c'est déconnecté des services sociaux, des soins sociaux, qui dans tous les pays européens est séparé des soins médicaux. Il y a très peu de communication, il y a fragmentation. Ils cherchent de l'aide chez la médecine complémentaire, alternative, beaucoup. Et il y a des psychiatres qui envoient ces patients à chercher de l'aide dans le système de médecine complémentaire parce qu'ils ne savent plus. Il y en a beaucoup qui restent chez le médecin généraliste. Il y en a de plus en plus de personnes concernées qui cherchent de l'aide chez les collèges de rétablissement en Hollande. Il y en a 400 maintenant. Chaque semaine, il y a un nouveau, mais ils sont organisés pas dans le système médical, mais dans le système de soins sociaux des municipalités. Il y a très peu de contacts. Il n'y a pas de contact entre les collèges de rétablissement. Est-ce qu'il y en a en France? Oui. Oui. Mais il y a très peu de contacts. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas que ça existe, qu'il y a un autre modèle épistémique basé sur savoir expérientiel, avec un modèle d'apprentissage et pas avec un modèle de traitement biomédical. Alors, ils cherchent. Il y a beaucoup de soins informels dans la communauté, de l'Église, beaucoup de ressources, addictologie. Et il y a beaucoup de communautés en ligne en Hollande, très intéressant, où il se passe beaucoup. On peut faire le chat, la consultation, le père aidance et tout ça. Alors, on s'est demandé, en fait, c'est un écosystème de santé mentale publique. Mais le problème, c'est que l'écosystème ne se porte pas comme un écosystème. Ils sont complètement isolés l'un de l'autre et les citoyens, les personnes concernées, ne savent pas comment trouver ce qui marche pour eux, parce qu'il n'y a pas de choix, ce n'est pas transparent. Alors, les expériments dans les 6 régions, c'est très simple. Dans les 6 régions, on a demandé de tous les acteurs, les multi-acteurs qui sont dans une région, on a demandé, on va travailler avec vous, mais il faut collaborer. Il faut absolument collaborer, savoir de l'existence de l'autre, prendre le téléphone l'un de l'autre, aider l'un de l'autre et vraiment collaborer. Et ça, c'est très difficile. Et ce n'est pas quelque chose de formel. On dit, si tu entres dans l'écosystème pour collaborer, il faut accepter les valeurs de l'écosystème. Et les valeurs sont les valeurs de pluralisme. Qu'il n'y a pas une solution et une définition de la détresse mentale, qu'il y en a plusieurs. Alors, il y a pluralisme épistémique. Et aussi, valeur, c'est collaboration, humanité, égalité entre les différents modes de voir la détresse humaine et s'aider l'un à l'autre. Alors, ça, c'est la part plus difficile. Après, si on accepte ça, on accepte aussi que la personne concernée peut choisir où commencer dans l'écosystème pour travailler à ces problèmes. Et on peut opter pour plusieurs. On peut utiliser le collège de rétablissement en même temps que le service psychiatrique, par exemple. Il n'y a aucun problème. Et si on entre l'écosystème, il va y avoir toujours un entretien exploratif, pas médical, mais exploratif, basé sur les circonstances sociales, existentielles et autres sur la personne. Alors, la formulation diagnostic biomédical, non, ce n'est pas comme on entre. Il y a un principe dans l'écosystème, il n'y a pas de liste d'attente parce qu'on travaille en groupe. Comme on fait déjà dans les collèges de rétablissement, on travaille en groupe. Alors, et les citoyens, ils ne veulent pas. Ils disent, non, moi je ne veux pas dans un groupe, je veux être avec le professeur tous les 2 semaines, 1 heure dans la consultation. Ça, c'est le mode de travail préférentiel. Mais on doit apprendre aux citoyens que non, ce n'est pas préférable. Il faut s'entraider. Et la dépendance d'un professionnel, ce n'est pas quelque chose qui, à long terme, va contribuer à le rétablissement.
la partie plus difficile, c'est de demander du système santé mentale de ne plus travailler en isolation sur le modèle de réparation de l'individu qui a quelque chose dans sa tête, mais d'aider les autres membres de l'écosystème, d'improviser, s'il y a quelque chose à apporter et les gens demandent de venir, alors de donner des consultations et d'improviser, d'aider, s'il y a quelque chose à apporter. Et après, disparaître. Et ça, c'est la partie plus difficile parce que là, il faut vraiment changer quelque chose de conceptuel dans la tête des professionnels et ça, c'est très difficile. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est l'écosystème est connecté par un système digital de communauté digitale. Communauté digitale multi-acteurs avec beaucoup d'expériences vécues et père aidants surtout, qui guide les gens et qui est toujours ouvert, et qui peut guider les gens et aider à choisir comment organiser sa vie vraiment en utilisant l'écosystème, où il y a aussi les soins sociaux très importants. Alors, on a commencé, c'est très intéressant parce que si on commence ce genre d'expérimentation, il va y avoir chaos au début, chaos absolu. Et on a peur nous tous, pour chaos, mais pour changer, pour transformer, on ne peut pas sans avoir chaos. Et c'est pour ça qu'il faut avoir aussi tous les ministères, l'inspection médicale, toutes les autorités qu'on a en Hollande pour la médecine, il faut les avoir au bord, parce que sinon, il va y avoir des victimes, bien sûr. Alors, on a commencé maintenant, il y a 2 ans, on approche le chaos maintenant, c'est très intéressant. Peut-être dans 3 ans, si on va se retrouver ici au sein de la République, je peux démontrer quelques résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jim, pour cette illustration de ce qui s'est passé en Hollande, et tu fais une transition parfaite pour les 3 prochaines prises de parole, parce qu'effectivement, il y a la notion de transversalité qui va être abordée, la notion de la démarche partenariale qui se déploie à chacun des niveaux, peut-être local, régional et national, et à chacun de ces niveaux-là. La question du travail en commun, de l'appréciation des valeurs et de la pluralité que tu évoquais est absolument majeure. Et donc, pour cette illustration et les leviers d'action à un niveau local, je passe la parole à M. Chemla. Merci beaucoup. Je ne veux pas être exhaustif, je voulais juste quelques exemples qu'on réalise et qui me paraissent intéressants. La première chose, bien sûr, d'abord, c'est l'écoute des associations. Quelle est leur demande? Qu'est-ce qu'ils attendent? Quels sont leurs principaux problèmes? C'est le premier volet, en sachant que quelquefois, bien sûr, ils sous-estiment certains problèmes. Donc, c'est à nous peut-être leur montrer. Le deuxième point, c'est toujours pareil, c'est de l'aller vers. Alors, quelques exemples. On a une formation relativement importante qui, au début, n'a pas été facile à mettre en place. Rien ne se fait aujourd'hui, vous le savez. Tout se fait par césarienne. On a formé nos chauffeurs de bus. On a au phénomène important de santé mentale, qu'ils aient une réaction à la fois normale, adaptée et douce, qu'on appelle. Et ça se passe bien. Alors, au début, ils étaient un peu réticents, parce que c'était sur les horaires, soit extérieurs au travail. On a formé tous nos personnels de municipaux, métropolitains. Ensuite, on a créé, maintenant c'est plus original, mais on a été une des premières villes, je crois, avec Nantes, à créer des ordonnances muséales. C'est-à-dire qu'on a permis donc à ces personnes d'aller dans des musées sur ordonnance et choisir leur musée. Et le médecin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un carnet et on avait décrit un petit peu ce qu'il y avait dans le musée. Parce que quelquefois, on sait bien combien les médecins ne sont pas très portés sur la culture, je plaisante. Et donc, on leur présentait un petit peu ce qu'il y avait dans le musée. Et en fonction de la santé mentale qu'ils avaient, de la personne qu'ils avaient en face, ils pouvaient aussi leur proposer et choisir. Il y a certains plus ou moins musées qui ont une interaction intéressante.
on a ouvert nos portes donc à on a ce qu'on appelle des maisons d'activité aux animanis. On a ouvert aussi gratuitement à ces maisons avec un encadrant. Les professeurs de gym, les animateurs étaient formés aussi à l'accueil de ces personnes qui restent souvent, hein, c'est pas à vous que je vais le dire, mais qui restent un petit peu même dans ces activités un peu à l'écart du groupe. Et ils ont appris à les faire rentrer, à les faire revenir au sein de ce groupe. Et ça a été, ce que vous avez dit, c'est très important, bénéfique pour tout le monde. Un autre volet, sans être trop hors sujet, vous savez, quand on fait des activités de kayak, par exemple, les activités de kayak, on les fait avec des personnes voyantes, des malvoyants, des non-voyants. Lorsque le vent change, qu'est-ce qui sait que le premier que le vent a changé? C'est le non-voyant. Et donc, c'est exactement un petit peu pareil. Là, c'est vraiment la personne qui est en santé mentale qui apporte un certain relief dans l'activité. Donc, on a développé ces volets-là. Et ainsi de suite, on recrée des... Mais le souci, pour une municipalité peut-être, et ça c'est très important, et c'est là où je dis il faut être modeste, c'est ce qui est sous les radars. Il y a des personnes, et c'est là où on a besoin bien sûr des associations qui ont besoin de ce soutien, je ne veux pas employer le mot d'aide, hein, de soutien particulier, mais qu'on ne voit pas. Et donc on va quelquefois, et c'est le Covid nous l'a montré, la municipalité en particulier à Nice, hein, nous a montré qu'il faut aller les chercher, donc il faut modifier la sensibilité du radar. Et ça, ça s'apprend aussi au niveau de nos équipes. Et ainsi de suite, donc on a un atelier qui marche bien, et c'est amusant, c'est un atelier de nutrition. Alors parce que souvent, associé à la santé mentale, il y a vraiment un défect très important, hein, sur la nutrition. On mange, j'ai horreur des schémas, hein, manger identique, on refait la même. Et alors, cet atelier de santé mentale, c'est pas dans une salle, c'est pas dans un bureau, c'est qu'on a un animateur qui emmène ces personnes. Et alors, à la fois, c'est méchant, j'allais dire, employer un autre mot, j'allais dire normal, des personnes qui ont un particulier en santé mentale et puis d'autres non. Le groupe est formé, homogène, et on va dans les marchés. Et c'est dans les marchés qu'ils découvrent en fait comment faire un choix. Et ça marche énormément parce que quand ils rentrent chez eux, eh bien, ils retrouvent le goût. Et c'est important, hein, dans le Sud, surtout le goût de l'alimentation, le goût et on l'apprend. Et je vais terminer pour ça, pour pas être trop long. Donc vous imaginez, je peux vous reparler encore sur le nombre d'ateliers qu'on construit. Mais on termine aussi, alors c'est hors sujet, mais sur la prévention, c'est-à-dire qu'on est une ville, on essaye de supprimer, et ça a été démontré, tout ce qui est perturbateur endocrinien, tout ce qui est atteinte à l'environnement, qui a quand même un facteur de prévention, on peut plus ou moins être d'accord, mais on pourra en parler. Et ça, on leur apprend aussi à choisir, je rentre dans le cas des produits, que ce soit des produits d'hygiène, que ce soit des produits alimentaires, à avoir des produits de bien-être. On essaye de développer une ville de bien-être. Je pense en même temps, on a des ateliers de natation qui sont importants parce que là aussi, ça permet de mettre une union ensemble d'équipes qui sont à la fois un peu gauche parce qu'ils n'auraient pas envie. Vous savez, pour vous raconter, c'est souvent des personnes aussi qui sont isolées. On a une cité qui est à 1,5 km de la mer. Et que lorsqu'on reçoit des enfants, là, parce qu'il y a un gros volet aussi qui est développé de pédopsychiatrie, qui est très très importante à Nice. Je crois que, mais c'est pas vous, je vais le dire ici, je suis en terrain agréable. Hein, c'est-à-dire il faut développer, il faut travailler sur. Et Dieu sait si en France, elle a fort à faire sur tout ce qui est pédopsychiatrie, tout ce qui est santé mentale de l'enfant. Et c'est essentiel. Et lorsqu'on va chercher ces enfants donc, dans une cité, qui s'appelle, pour ceux qui connaissent l'Ariane, qui est à 1,5 km de la mer, et quand on emmène ces enfants au bord de l'eau, et on leur dit, mais comment ça se fait que c'est la première fois que tu viens à la mer? 1,5 km, hein, c'est-à-dire qu'il y a des bus toutes les 5 minutes. Ça. Ah, mais j'habite très loin de la mer. C'est ça, voilà. Moi, je dis, je ne veux pas développer plus. C'est aller vers, c'est écoute, cette façon de faire. Encore une fois, et j'insiste, en formant, alors ça forme, rien n'est parfait, hein, je ne veux pas que vous ayez cette image, je ne sais pas l'image que je vais vous donner, ça forme une unité complète des citoyens. Et je le vois, et je termine par où j'ai commencé, pour les chauffeurs de bus qui étaient extrêmement inquiets, hein, quand il y avait quelqu'un qui avait des difficultés à mettre sa carte, qui faisait un peu le manège lorsqu'il montait dans le bus, ils ne savaient pas comment faire. Pour eux, leur principe, c'était qu'ils arrêtaient le bus, ils faisaient descendre la personne. Ça n'existe plus. Ils ont compris maintenant qu'il y avait une autre façon de faire. Et ça, c'est mon plus beau, notre plus beau, hein, c'est un travail d'équipe, hein, je dis, notre plus beau souvenir. Voilà, il y a beaucoup d'autres ateliers. Je crois que la valeur d'une ville, c'est ça aussi. Et puis, j'ai oublié, parce que le plus beau, heureusement d'ailleurs que j'ai la protection animale, c'est que pour certaines personnes qui le peuvent, à la fois par leur local et par leur habitation, oui, on a signé un contrat avec tous les syndics pour permettre aussi l'habitation. On a signé des contrats avec des employeurs, ce qu'on appelle MP, c'est-à-dire monter en puissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un travail immédiatement très très fort peut-être à ces personnes, mais peu par peu, ils vont monter en puissance et ils nous promettent. Et je termine par là.
on a ce qu'on appelle aussi le don, le prêt ou l'adoption d'un animal. Et l'animal, le chien en particulier, c'est une horloge biologique. Il réorganise complètement la vie de la personne parce qu'il mange à heure fixe, il sort à heure fixe, il veut se promener à heure fixe, il a un certain nombre d'heures à pratiquer qu'on y explique. Et ça, ils ont une horloge en fait vivante avec eux. Et ça recrée un petit peu aussi une façon de vivre différente. Ils ne restent pas toute la journée en pyjama parce qu'ils sont obligés, sinon voilà, le chien va gratter la porte parce qu'on choisit en particulier des borderline, des borders, merci, oui, c'est un bon lapsus, des borders, qui sont des chiens extrêmement énergiques et qui ont besoin, alors on les prend à 5 ans, hein, pas à 2 ans, et qui ont besoin de sortir à temps donné. Et là, je veux dire, on a remplacé, si vous voulez, leur travail avec les moutons, le travail avec des hommes, et je peux vous assurer que c'est gagnant-gagnant. Voilà, quelques exemples. Alors, merci. Donc, pour les questions, probablement qu'il y en aura. Je vous propose qu'on le fasse à la fin de cette table ronde. Je vous propose de passer la parole à Marielle pour l'illustration de modalités de moyens d'action à l'échelle régionale. Alors effectivement, pour reprendre effectivement la définition de la santé publique, elle réaffirme du coup le rôle des institutions et donc elle réaffirme la responsabilité. Pardon, vous m'entendez mieux, ouais. Et donc la définition de la santé publique et donc de la santé mentale publique réaffirme le rôle de l'État. Et donc côté ARS Hauts-de-France, on essaye progressivement de structurer une stratégie qui devrait respecter 3 piliers: territorialiser l'action publique, assurer une action publique transversale et assurer la participation des personnes concernées dès l'élaboration des politiques publiques. Alors pourquoi ces 3 piliers ? La territorialisation, c'est assez évident, c'est parce qu'en fait il y a des hétérogénéités d'un territoire à l'autre qui sont majeures, avec des conditions de vie qui ne sont pas les mêmes, des ressources disponibles qui ne sont pas les mêmes. Et donc territorialiser l'action publique, c'est se saisir des enjeux de terrain et répondre en priorité, donc c'est aussi lutter contre les inégalités territoriales de santé, c'est répondre en priorité aux territoires qui sont les plus en difficulté. La transversalité, c'est parce qu'on l'a vu, en fait, l'action seule de la psychiatrie ne permettra jamais de répondre à la crise dans laquelle on est et à la demande. Et donc il faut qu'on ait une action partagée entre les différentes institutions pour avoir un impact réel sur les déterminants socio-économiques de santé mentale. Et la participation des personnes concernées dès l'élaboration des politiques publiques, c'est pour se saisir de façon pertinente des enjeux qui sont ceux des personnes concernées et élaborer des politiques publiques qui y répondent et qui vont toucher enfin les populations qu'on n'arrive jamais à toucher par ailleurs et qui creusent les inégalités sociales de santé. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Une fois qu'on a posé ces 3 principes qui semblent quand même globalement assez intuitifs, la mise en œuvre, en fait, l'est beaucoup moins. Donc c'est vrai que quand on le dit, ça ne paraît pas révolutionnaire, mais je peux vous assurer qu'en interne, dans une institution, ces 3 principes, c'est clairement le chaos dont parlait Jim. Donc on est un peu là-dessus, puisqu'en fait, ça va soulever des enjeux de gouvernance qui sont en fait particulièrement complexes. Alors il y a des dispositifs qui nous ont considérablement aidés, la généralisation des conseils locaux de santé mentale et l'apparition des projets territoriaux de santé mentale, ça nous aide dans la mesure où ce sont des dispositifs qui permettent justement le respect de ces 3 principes, puisqu'ils permettent d'élaborer une action publique qui est territorialisée, donc qui répond au territoire qu'il couvre, qui est transversale et qui est inclusive, dans la mesure où autour de la table siègent des professionnels qui soient issus du champ sanitaire, médico-social ou social, des professionnels, des usagers, des aidants. Néanmoins, pour qu'il fonctionne de façon complètement optimale, il faut qu'il soit investi par les acteurs, certes, mais aussi par les institutions. Et donc ça veut dire que les institutions potentiellement financeuses des projets, elles rendent lisible leur fonctionnement. Je pense que tout le monde ici ne se représente pas bien comment fonctionne une ARS, par exemple. Elles rendent lisibles leurs orientations, les financements qu'elles peuvent mobiliser. Et ça veut dire aussi qu'elles viennent soutenir, identifier les leviers qui permettent de favoriser la participation des personnes concernées dans ces gouvernances, les PTSM et les CLSM, à l'échelle du coup locale et départementale ou territoriale selon le dispositif. Et donc ça voudrait dire que les niveaux régionaux, ou en tout cas les institutions publiques, s'appliquent elles-mêmes les principes de transversalité et de participation des personnes concernées. Et là, ça coince un peu plus. Alors, côté région, côté RS Hauts-de-France, pardon, on a avancé sur le sujet, on a identifié des actions qui nous permettent d'améliorer la participation des personnes concernées aux instances des PTSM et des CLSM. On a un groupe de travail, on a des travaux qui vont se mettre en œuvre là dans le mois qui suit pour identifier les actions sur lesquelles on pourrait se situer au niveau de l'ARS, mais pas que, pour favoriser cette participation. Et au niveau de la transversalité, alors donc il y a ça, mais
Par contre, on n'a pas du tout encore complètement abordé la participation des personnes concernées dans l'élaboration des politiques publiques au niveau régional, ce dont parlait Fanny. Donc certes, on a un comité régional santé mentale au niveau de l'ARS Hauts-de-France, au sein duquel siègent des acteurs du sanitaire, du médico-social, du social. On a des représentants d'usagers, on a des médiateurs de santé pair, mais c'est vrai que la participation directe des personnes concernées, pour l'instant, on a encore du mal. Donc c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et sur la transversalité, même si on s'est considérablement amélioré sur notre capacité à nous mobiliser transversalement sur une problématique dans le périmètre qui est le nôtre, donc la direction de l'offre de soins, la direction de l'offre médico-sociale, la direction de la prévention promotion de la santé. Il y a encore du chemin à faire pour qu'on ait une vraie réponse transversale aux enjeux qui sont soulevés. Et alors sur la transversalité inter-institution, là, aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Alors certes, bien sûr, on a des échanges avec les rectorats, avec l'assurance maladie. On a des échanges, mais on n'a pas de feuille de route, on n'a pas de pilotage partagé au niveau régional pour avoir une feuille de route, une action qui converge vers des objectifs communs avec des actions complémentaires. Et donc ça, ce sera sans doute quelque chose qu'il faudra mettre en œuvre. En tout cas, tous ces sujets sont particulièrement complexes dans leur mise en œuvre et ils supposent évidemment un prérequis qui est d'accepter de changer de culture dans la manière dont on conçoit et on construit l'action publique. C'est-à-dire qu'on accepte de passer d'une logique descendante, essentiellement centrée sur l'offre de soins, à une logique qui est plus territorialisée, transversale et participative. Et ensuite, la mise en œuvre, elle devra nécessairement soulever des enjeux de gouvernance à bien penser en amont pour éviter les écueils, puisque si la santé mentale, elle doit devenir l'affaire de tous, et notamment de toutes les institutions, elle ne doit pas devenir à la responsabilité de personne. Et la question de la responsabilité, de la façon dont les décisions sont prises, c'est une chose à laquelle on réfléchit assez peu, qui se noue dans des salles parfois un peu obscures, alors que c'est crucial pour l'élaboration des politiques publiques. Et donc l'ensemble de ces discussions sur ces enjeux de territorialisation, de transversalité, de participation des personnes concernées, de la mise en œuvre de gouvernance qui permettent des politiques publiques transversales, territorialisées et réellement inclusives, ça pourrait, comme toutes ces tables rondes à ces journées, ça pourrait prendre des jours et des jours. Et donc on poursuivra la discussion dans le cadre du congrès de la Société française de santé publique qui a lieu début novembre et qui est coporté avec le centre collaborateur de l'OMS et qui a justement pour thématique la santé mentale publique. Merci beaucoup. Le national n'a pas grand-chose à ajouter. Le national. Si vous êtes déjà très non, mais sérieusement, c'est parfait. Sérieusement, bon, donc vous l'avez compris, une santé mentale publique nécessite un système collaboratif qui se heurte à une logique de silo étanche. Et merci Jim Vanos d'avoir rappelé la difficulté qu'il y avait à organiser ce système de coopération entre des logiques et des cultures différentes. Ça paraît inatteignable. Vous êtes au stade de l'expérimentation. La Belgique est plus avancée, je dirais, dans la mise en place d'un intégrateur de l'ensemble des compétences nécessaires pour construire ces parcours en santé mentale dans une perspective santé mentale publique. Mais on a entendu dans les interventions suivantes, M. Chemla, Marielle Vatelet, qu'il y avait des solutions qui existaient pour rendre effectifs ces coopérations nécessaires. Et c'est évidemment au niveau local que ça se joue. Les conseils locaux de santé mentale jouent un rôle d'intégrateur. La première génération de projets territoriaux de santé mentale a montré que cette organisation à la main des acteurs locaux permettait de nouer des dialogues constructifs pour des réponses effectives. Ça a tellement bien marché dans certaines régions qu'on n'a pas eu beaucoup de difficultés ici au ministère à défendre la mise en œuvre d'une deuxième génération de projets territoriaux de santé mentale pour aller encore plus loin dans l'intégration de l'ensemble des acteurs. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est l'ensemble des secteurs. Évidemment, pas seulement le secteur sanitaire, médico-social et social, mais également la formation, l'accès au travail, le logement, les politiques de lutte contre les addictions, les politiques de lutte contre les violences qui sont des déterminants importants qu'il faut intégrer justement dans ces politiques locales. Les choses bougent aussi, je dirais, au niveau des sociétés savantes. Marielle Vatelet a signalé la Société française de santé publique qui se saisit de cet enjeu de la santé mentale publique lors de son congrès national, visiblement avec gourmandise et ambition. Et nous y serons pour en parler. Mais avant cela, il y a eu un rapport remarquable et peut-être pas suffisamment remarqué du Haut Conseil de la santé publique qui a dédié
une analyse et une mise en perspective des actions à mettre en œuvre pour justement tendre vers un système de santé mentale publique. La feuille de route elle-même, que je porte ici au ministère de la Santé, qui a été lancée en 2018 par Agnès Buzyn, a connu des évolutions, même si ce n'était pas écrit comme ça au départ, a connu des évolutions qui vont dans ce sens-là, en mobilisant d'autres ministères pour des actions très concrètes. Je pense en particulier au travail qu'on a fait avec le ministère de l'Agriculture pour la mise au point de la feuille de route de prévention du mal-être agricole, qui a reçu un accueil très très favorable dans la communauté des travailleurs agricoles. Une coopération également avec le ministère de l'enseignement supérieur à destination des étudiants. Et finalement, la nécessité de concevoir ces politiques publiques de manière intersectorielle et interministérielle a été entérinée par Michel Barnier lorsqu'il a lancé la Grande Cause nationale 2025 et en commandant à l'ensemble des ministères un programme d'action dans leur secteur en direction de la santé mentale. Et c'est, à mon avis, une autre approche pour justement lier ces différents secteurs. Alors là, c'est en interministériel au niveau central, mais on pense que si cette démarche se confirme dans les mois et les années qui viennent, eh bien, cela va aussi contribuer à ruisseler au niveau local, sur les administrations locales en charge du logement, de la lutte contre les violences, contre les addictions, etc. Et ça devrait nourrir ces travaux d'intégration au niveau très local qu'assurent les projets territoriaux de santé mentale. Merci beaucoup, chacune, chacun, d'avoir tenu le temps imparti, de nous avoir permis de rattraper un peu le retard. On a un temps d'échange, donc on vous propose de prendre les questions dans la salle si vous en avez. Alors, c'est une question qui s'était posée lors de la préparation de cette table ronde, mais donc je m'autorise à vous la reposer. Finalement, quel portage ministériel on pourrait penser pour cette politique de santé mentale publique ? Et justement, ça nous ramène à cette problématique de pouvoir penser l'interministérialité. Donc voilà, c'est un peu cette question que je vous pose aujourd'hui. Quel portage pour ce projet ? Moi, je peux répondre sur une vision assez personnelle, puisque aujourd'hui, il n'y a rien de très clairement programmé. Mais en tout cas, je peux partager avec vous les propositions qu'on a faites. Donc, suite à la commande qui a été faite à l'ensemble de ces ministères d'un plan d'action, d'une feuille de route sectorielle, il y a un travail de synthèse qui a été fait de ces différents programmes d'action de chacun des ministères en vue de la préparation d'un conseil interministériel dédié à la santé mentale qui devait faire la synthèse et un ensemble de propositions issues de la synthèse de ces feuilles de route sectorielles. Les produits de sortie de ce comité interministériel qu'on pourrait imaginer, puisque ces politiques publiques intersectorielles nécessitent un pilotage, il faut qu'elles soient coordonnées. Et donc l'idée qu'il y ait une instance qui fasse la coordination interministérielle, ça pourrait être une délégation, ça pourrait être autre chose, eh bien, est évidemment une nécessité. Ça pourrait être un premier produit de sortie de ce comité interministériel pour dire, écoutez, voilà, il y a la nécessité de coordonner les différents secteurs et donc on met en place une instance qui est en charge du copilotage. Ensuite, il nous faut une visibilité pluriannuelle. C'est-à-dire que, et Jim Vanos l'a dit, ces évolutions dans l'organisation de l'offre et pour être le mieux au rendez-vous des besoins, eh bien, ça nécessite du temps et des itérations successives. On l'a vu avec les PTSM, on est très en attente de ce qui va ressortir de cette deuxième génération en termes de mobilisation et d'intégration des différents secteurs. Et donc, une programmation pluriannuelle, ça pourrait ressembler à ce qu'on a fait il y a quelques années pour la politique du handicap. C'est-à-dire un rendez-vous annuel par un comité interministériel qui fait le point, qui cadence l'action de l'ensemble des ministères pour
jalonner le chemin parcouru et programmer pour l'année d'après un certain nombre de priorités d'action et surtout mettre en place ce qui est vertueux, c'est-à-dire on évalue ce qu'on a fait et on programme l'itération suivante en fonction du bilan qui a été fait de la séquence précédente. Et puis un grand rendez-vous national, comme on a aussi dans le handicap, un comité interministériel de la santé mentale tous les 3 ans, présidé par le président de la République. Ça permettrait finalement de cadencer dans le temps les progrès attendus. Voilà. Tout ça, c'est ce que nous avons proposé à la délégation. Et pour l'instant, ce comité interministériel, il était programmé pour le 16 octobre, mais il est probablement repoussé. Donc on va attendre de voir un petit peu comment tout ça se reprogramme. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'imagine pas que la nouvelle équipe qui va s'installer termine l'année 2025 sans raconter quelque chose sur cette année de grande cause 2025. Oui. Merci. Alors, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier avec l'intervention de Aude Fauvel, une historienne. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas d'histoire des luttes ou des associations des patients fous, usagers de la psychiatrie, de la santé mentale, et que vraiment, il y a un devoir de mémoire, comme on dit, à faire un travail d'archéologie et d'histoire pour recueillir toutes les actions qui ont lieu depuis des années et pour pas qu'on réinvente l'eau chaude continuellement. Deuxièmement, merci pour l'épistémologie pluraliste, parce que j'ai beaucoup entendu... Alors, on est dans une mise en scène, hein, vraiment là on est au théâtre, quoi. En tout cas je le vis comme ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, et donc on a entendu des voix militantes, des gens qui sont un peu moins d'accord, etc. On est sur la lutte contre le capitalisme, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de reproduire ici, en fait, si ce n'est la répétition du capitalisme. Et donc, votre façon de présenter cette idée de collaborer, de faire ensemble, d'accepter la pluralité, peut-être que c'est ça, faire contre le capitalisme, plutôt que de s'auto-caricaturer en se disant contre le capitalisme. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est sur les savoirs expérientiels et sur les diplômes ou pas les diplômes. Aujourd'hui, on est dans une société capitaliste où il y a des référentiels de compétences qui font qu'on a un niveau de compétence et qu'on est payé selon son niveau de compétence. Et ces référentiels de compétences, ils sont en lien avec des référentiels de connaissances. Si on ne politise pas la validation des acquis d'expérience, on va reproduire chez les pères aidants une dissension qui va être ceux qui vont être diplômés et ceux qui ne vont pas être diplômés. OK ? Communauté mixte de recherche, on va travailler là-dessus. Voilà, parce que ce que j'entends, et voilà, de toute façon, moi, après, je m'en vais, donc c'est que les personnes qui sont pères aidantes ici et qui se reconnaissent pères aidantes, honnêtement, d'être ici, on est des privilégiés. Et il ne faut pas l'oublier. Et donc, si on est ici, c'est parce qu'on joue quand même un petit peu le système. En tout cas, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Et donc voilà, moi ce que je vois, c'est que, attention, c'est bien de venir ici, les pères aidants, et là je parle vraiment aux pères aidants, pour porter des politiques de santé mentale publique, repenser la définition de la santé publique, c'est super intéressant. Mais si, entre nous, on reproduit la compétition qu'impose le capitalisme, on joue le jeu. Mais on joue quel jeu ?
Voilà, donc moi, je ne réponds pas à vos voilà, je réagis. Monsieur Chemla, vous avez des très belles chaussettes qui donnent envie d'aller plus loin et d'aller vers les étoiles. Par contre, voilà, le lapsus sur borderline et border collie, ça m'a fait rire. Il vaut mieux rire que pleurer. Et donc voilà, je remarque encore une fois qu'on est plus de père aidant. Hein. Bon, alors avec plein de définitions différentes, mais on n'est pas encore assez. Et si vraiment on ne travaille pas ensemble, mais même au-delà des territoires, hein, on n'arrivera pas à être une force réellement entendue, même si on parle de participation, etc. Oui, bonjour, je m'appelle Stéphanie Woolley, je suis administrateur de l'association Advocacy France, INUSP, le réseau européen des usagers, ex-usagers et survivants de la psychiatrie, ainsi que récemment administrateur du Forum européen des personnes handicapées. Je voulais vous remercier et vous féliciter, monsieur, à Nice, d'avoir fait ce que vous avez fait au niveau notamment des syndics. Pourquoi? Parce que les personnes en situation de handicap psychique ou psychosocial, comme on dit à l'étranger maintenant au niveau international, ont énormément de difficultés, notamment dans les HLM, avec les voisins qui peuvent avoir dénoncé les tapages nocturnes, qui peuvent ne pas comprendre les difficultés de ces personnes. Il est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on connaît le contraire qui se passe à Paris, où les syndics appellent directement à l'ambulance pour envoyer ces gens en HDT ou en HO, SDRR. Hein, c'est-à-dire être hospitalisés sans leur consentement par les autorités ou par un tiers. Voilà. Et ça, c'est dommage quand ils ont une difficulté psychique et qu'il y a d'autres moyens de s'occuper de ces personnes qui habitent parfois seules ou qui ont des problèmes de couple, par exemple, ou avec des enfants et qui ont des difficultés psychiques compréhensibles de nos jours. L'autre chose que je voulais vous dire, Jim, bravo pour ton français qui s'est vachement amélioré. Je ne sais pas comment tu as fait, bravo. Mais ravi de te voir de nouveau à Paris. Et aussi, je voulais te dire qu'en France aussi, on a cette même grande difficulté de services isolés, de travail en silo, hein, de silo effect. C'est dingue. C'est souvent nous, nos associations, qui disent à l'ARS d'un coin qu'il y a le même projet d'un autre ARS dans un autre coin de région. Peut-être qu'ils pourraient collaborer ensemble, non? Au lieu de réinventer la roue. Par contre, ce qui est bien en France, c'est la psychiatrie de liaison. Je ne sais pas si vous avez ça aux Pays-Bas, qui est la possibilité, quand on est à l'hôpital général pour une opération, pour un cancer, pour une autre maladie, d'avoir accès à quelqu'un, un psychologue ou un psychiatre de l'hôpital, qui va venir dans votre chambre, qui va vous soulager. Vous pouvez discuter avec cette personne. Ça s'appelle psychiatrie de liaison. Maintenant, à tous, franchement, si jamais vous avez la possibilité d'aller à Utrecht et visiter cet îlot de rêve au niveau de la santé mentale, allez-y. J'ai été en visite d'études à plusieurs reprises à Utrecht. C'est ma ville préférée aux Pays-Bas. Et on ne dit pas la Hollande, hein, on dit les Pays-Bas. Hein. On dit les Néerlandais. Hein. Et là-bas, c'est absolument incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, à un tel point que des personnes déménagent pour aller vivre à Utrecht à cause des services de santé mentale et d'aide au niveau des personnes qui sont en situation de difficulté, SDF ou autre. Ils ont un système avec les pouvoirs publics responsables de logement public qui s'appelle Lister et qui est absolument extraordinaire et qui a des possibilité de logement allant du camping où vous avez le droit de vous droguer, vous avez le droit de vous boire le coup que vous voulez, mais qui est là pour vous aider si vous voulez arrêter de boire, si vous voulez arrêter de prendre de l'héro ou autre. Okay? Et après, chaque étape possible jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui independent living, c'est-à-dire un appartement à vous totalement indépendant. Tous les différents stades comme un truc à l'hôtel où il y a quelqu'un 24 heures sur 24. En France, malheureusement,
on n'a pas cette possibilité de différents niveaux de logement avec un soutien nécessaire. On a malheureusement un début de recovery colleges comme ENIC à Utrecht, 100% dirigés par les usagers et les survivants de la psychiatrie. Membres de INUSP d'ailleurs. Mais c'est dommage en France, l'argent pour soutenir les maisons de répit à la Soteria ou autres proviennent de budgets soi-disant consacrés aux SDF. Et ça, c'est pas bon parce que une maison de répit, il faut du turnover. Il faut que les gens viennent, qu'ils puissent aller mieux et aller ailleurs et trouver un tremplin vers une vie indépendante. Mais malheureusement, ils s'incrustent. Et il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et j'espère, parce qu'il y a aujourd'hui, heureusement enfin, un certain soutien des recovery colleges en France, des collèges de rétablissement. Hein, et ça serait bien, à l'instar de tous les pays étrangers qui ont mis en place depuis belle lurette des recovery colleges. Parce que c'est vraiment comme ça, comme dit Céline aussi, que nous allons pouvoir être vraiment impliqués dans la politique de santé mentale, y compris les recommandations, hein, parce que je sais à quel point, depuis 30 ans que j'ai essayé de travailler avec les ARS et la HAS, avec les recommandations à Saint-Denis à 7h du matin, à quel point c'est difficile pour les usagers qui font ça bénévolement de leur cœur, parce qu'ils jouent leur jeu, ils jouent leur vie, ils ne jouent pas le jeu et ils ne sont pas payés, ce n'est pas leur gloire, ce n'est pas leur diplôme, ce n'est pas leur accréditation. Hein. C'est pour nous et pour l'avenir des gens comme nous. Oui, j'avais une question. C'est bien tous ces concepts, mais qu'en est-il au niveau de la révolution? J'entends transformation, j'entends aussi formation. Et justement, est-ce que ces concepts sont vus dans les formations initiales des professionnels du sanitaire, du médico-social et du social, donc formation initiale et formation continue. Qu'en est-il? C'est une question pour moi, ça? Oui. Oui. Non, mais il y a des besoins énormes de formation, notamment au moment où on parle de mettre en coopération, en articulation fonctionnelle des secteurs qui ne parlent pas le même langage. Et on a quelques expériences réussies pour justement la mise en place de projets en commun, de formations croisées entre des professionnels qui ne travaillent pas dans le même secteur. Il y a des enjeux aussi très importants dans la formation des médecins, dans la formation des psychiatres. Je crois que la JPJA s'en est en partie saisie, ou en tout cas va s'en saisir. Évidemment que ces transformations et ce vers quoi on tend, et dont on a parlé aujourd'hui, de tendre vers une santé mentale publique mobilisant l'ensemble des secteurs qui ont un rôle à jouer pour la promotion de la santé mentale et la prévention de la population dans son ensemble, va nécessiter des actions de formation, d'acculturation croisée, etc. Donc j'espère que je réponds à votre question, mais il y a en tout cas bien d'accord avec vous pour dire que c'est un enjeu extrêmement important. Ce qui est peut-être intéressant, ce que moi je trouve intéressant, c'est que l'association psychiatrique universitaire n'est pas venue à cette conférence parce qu'il considérait trop révolutionnaire. Et ça, c'est très intéressant parce que ça, on voit mondialement, il y a une conversation entre psychiatrie critique qui est interprétée comme antipsychiatrie par la communauté académique, psychiatrique et psychologique aussi, parce qu'il y a encore beaucoup de psychologues qui disent la thérapie cognitive, comportementale, c'est la seule psychothérapie qui est evidence-based. Et cette interaction entre critique et anti, c'est très intéressant, je trouve. Je vois M. François de Bordeaux, non, qui en a parlé hier. Et c'est ça qu'il faut résoudre, je pense. Et il faut
il faut être plus transparent. Ce que s'il existe cette discussion, qu'est-ce que ça signifie et comment on va apporter cette discussion à quelque chose de productif. Un dernier commentaire et après on va pouvoir clôturer cette table ronde. Bonjour, je fais juste un commentaire en écho à ce qui se dit depuis hier et à la question que tu as posée, Fanny. C'est vrai que ça fait nous pratiquement, alors depuis le début de la création de l'association, mais évidemment depuis 4 ans, depuis qu'on a fait la grande enquête sur l'attractivité de la psychiatrie qui s'appelle Choisir Psychiatrie, on souhaite, et ça fait du coup des années qu'on le demande, que les personnes concernées soient pleinement intégrées à toutes les décisions qui les concernent. Donc évidemment dans la formation initiale et continue des professionnels, mais je ne doute pas que dans le comité interministériel, des personnes concernées seront de la partie. Quand même. Voilà, merci beaucoup à tout le monde pour cette table ronde.